Bien, bonjour à tous. Donc, lorsqu'on pense aux modifications de perception de la fréquence chez les malentendants, on pense bien sûr aux modifications de sélectivité fréquentielle et à l'élargissement des filtres auditifs. Et puis la deuxième idée qui vient, c'est la dysplacousie. La dysplacousie, donc il y a trois grandes sortes. La dysplacousie binaurale disharmonique, donc c'est la plus fréquente. Vous verrez qu'elle est finalement très fréquente chez nos patients et dans une moindre mesure même chez les normaux-entendants. Donc la dysplacousie binaurale disharmonique, c'est une perception différente de la fréquence sur chaque oreille. Il y a également deux autres catégories de dysplacousie, une dysplacousie binaurale avec écho. Là, on a un délai entre les deux oreilles. Dans la littérature, il n'y a pas d'article de recherche sur des cohortes. On retrouve simplement quelques cas cliniques qui sont décrits. Nous, dans nos laboratoires, on peut de temps en temps avoir des sujets qui présentent une dysplacousie binaurale avec écho ou alors une dysplacousie disharmonique monaurale, c'est-à-dire qu'un son pur va être perçu comme un son complexe. Bien souvent, ça va être lié à des zones mortes cochléaires, mais il peut y avoir également d'autres pathologies. En général, l'appareillage est très très compliqué pour ces patients-là. Donc la principale catégorie, quand on parle de dysplacousie, on parle de dysplacousie binaurale disharmonique, donc une perception différente sur chaque oreille. La perception sur chaque oreille, elle est également différente pour les normaux-entendants. Dans leur étude, il y a plusieurs études qui ont mesuré cette dysplacousie chez le normaux-entendant. On trouve 1 à 4% de différence. Bien heureusement, le système nerveux central fusionne les deux hauteurs. Donc l'intérêt de mesurer cette dysplacousie, elle est peu recherchée en pratique. Elle pourrait expliquer les difficultés de certains malentendants. Il y a un intérêt à connaître la prévalence de la dysplacousie, combien de personnes peuvent être concernées quand elles viennent nous voir dans les laboratoires d'audioprothèse, l'importance du décalage de perception, la relation qui peut exister avec une perte auditive, le sens du décalage est-il prévisible et ce décalage dépend-il des fréquences testées? Donc je vais vous essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Sur les études sur la dysplacousie, il y en a finalement assez peu et elles sont plutôt anciennes et basées principalement sur des surdités asymétriques. Donc Robinson et collègues en 1975 qui trouvent 5 cas de dysplacousie sur 7 sujets testés et Goetz et Norris qui avaient trouvé également 5 cas sur 5 avec des pertes unilatérales sur les hautes fréquences. Avec Stéphane Gallego, Anne Giraud et Christophe Michel, on a fait une étude comprenant 43 malentendants et 12 normaux-entendants sur la dysplacousie. Et lorsqu'on met d'un côté leur meilleure oreille et de l'autre leur plus mauvaise oreille, on trouve un écart moyen pour notre groupe de malentendants de 13 dB d'écart avec un écart type de 17 décibels. Et donc du coup, il y a dans cette cohorte quelques cas de surdité symétrique. La méthode, c'était une méthode de comparaison. On a choisi de comparer à deux fréquences, une fréquence à 500 Hz et une fréquence de comparaison qui était à la fréquence de coupure de la baisse d'audition, donc plutôt entre 1 et 3 kHz. L'idée, c'était d'avoir, quand on a choisi de mesurer à la fréquence de coupure, d'avoir en fait l'oreille de référence qui soit la meilleure possible. Et on a choisi également de mesurer cela à 500 Hz parce que l'idée c'était qu'à 500 Hz, le codage temporel était plus important et qu'on avait moins de chances de trouver de la dysplacousie si on a un codage temporel qui est, on le sait, beaucoup plus stable et moins perturbé chez les malentendants par rapport au codage tonotopique.
Donc par exemple, quand on fait une mesure comme ça de comparaison entre les deux oreilles, eh bien, on trouve chez beaucoup de patients ayant des surdité symétriques finalement assez peu de dysplacousie, mais on peut en trouver tout de même. Donc sur une courbe, le pointeur c'est... C'était celui-là, voilà, d'accord. Donc du coup, sur la mesure de dysplacousie, en fait, si on n'a aucune dysplacousie, on doit trouver un 50% de réponse équilibrée entre les deux oreilles. Sinon, ça veut dire que le son est perçu de façon plus grave ou plus aiguë sur une des deux oreilles. Donc dans un cas, par exemple, comme ici, de surdité très asymétrique, eh bien, on a trouvé une très grande dysplacousie supérieure au quart d'octave, donc à 3 demi-tons, avec une oreille sourde qui perçoit le son de façon plus aiguë. Alors, on verra un petit peu les causes possibles. Hein. Dans nos mesures, on a équilibré en Sony chacune des deux oreilles et donc, dans certains cas, on a trouvé des cas de dysplacousie qui pouvaient être très importants. Si on prend l'ensemble des résultats à la fréquence de coupure, donc on va dire sur des fréquences plutôt élevées, on a trouvé quand même 28 cas sur 43 qui avaient un décalage significatif à la fréquence de coupure et 20 sur 43 qui avaient un décalage de perception supérieur à 7% et 5 cas qui avaient un décalage supérieur au quart d'octave, donc qui dépassait notre plage de mesure. Donc 5 cas sur 43, hein, on est à plus de 10% de sujets qui avaient ce décalage important. Avec un décalage qui est principalement une perception plus aiguë sur la mauvaise oreille. Il y a quelques cas qui vont dans l'autre sens, ce n'est pas systématique, mais la très très grande majorité des patients ont une perception plus aiguë sur la mauvaise oreille. La deuxième mesure à 500 Hz, donc là, avec un codage temporel, on pensait trouver moins de dysplacousie. On a également trouvé de la dysplacousie, effectivement on en a trouvé moins, mais tout de même 24 cas sur 43 qui ont un décalage significatif et à peu près quand même un quart des sujets qui ont un décalage supérieur à 7%, qui était le maximum observé chez les normes-entendants que nous avons mesurés. Donc avec la même chose, un décalage pour certains, plutôt avec une perception plus aiguë sur la mauvaise oreille, et là ça pose des questions puisque le lien avec l'intensité est contradictoire. Si on cherche la corrélation entre le décalage mesuré de dysplacousie et la différence de perte auditive, on trouve une corrélation, mais qui est relativement faible. Il y a l'audiométrie tonale, et la différence d'audiométrie tonale ne peut tout expliquer. Il y a certainement d'autres critères que nous avons eu du mal à mettre en avant et à mesurer. Alors, comment expliquer cette dysplacousie? Le premier argument, c'est de se dire qu'on on a équilibré en Sony les sons de notre test, mais l'intensité absolue, elle, est différente entre les deux oreilles, et donc la mécanique cochléaire entre les deux oreilles va être différente. Simplement, quand on prend les études qui sont intéressées à l'influence de l'intensité sur la perception de la fréquence, eh bien, on trouve un écart de 3% maximum chez les normaux-entendants et une variation de la fréquence de 6% maximum chez les malentendants, avec un écart d'intensité entre les sons testés sur une et l'autre oreille, enfin sur un écart de 40 décibels entre le son faible et le son plus fort. Et pourtant, on a un écart, une influence de l'intensité sur la perception de l'atonie qui, normalement, peut expliquer 3 à 6% d'écart, mais pas des différences comme on peut l'observer supérieures au quart d'octave. Il peut y avoir également une modification de la carte tonotopique, donc une étude de Muller en 2010 qui reprenait des résultats antérieurs chez le chinchilla, du coup, a mis en avant que sur des
des chinchillas présentant des dommages cochléaires induits par des traumatismes sonores, il y avait une modification de la carte tonotopique et un décalage d'environ une demi-octave plus aigu pour les cochlées endommagées. Donc on pourrait symboliser un petit peu les choses comme ceci. Ça, c'est une figure que vous avez déjà vue, en fait, avec la tonotopie active, avec ce pic de résonance dû aux cellules ciliées externes, et un décalage du pic lorsqu'on va être avec un modèle passif, et lorsqu'on va être également à des fortes intensités. Donc c'est tout à fait cohérent avec ce que montrait Christophe tout à l'heure, les études de Ruggiero, ou les études de Lieberman avec les courbes de réponse des neurones. Et donc on a ce qu'on appelle ce basal shift, ce décalage vers la base de la cochlée, et une perception plus aiguë. Donc ça, c'est une autre explication possible. On peut également avoir des phénomènes de plasticité du système auditif, avec au départ une plasticité de privation chez nos malentendants, et ensuite une plasticité de réhabilitation lorsqu'on va les appareiller. Donc ça peut également participer à la dispersion des résultats qu'on obtient, puisque la corrélation entre le décalage de perte est finalement assez faible par rapport au décalage de dysplacousie mesuré. Donc il y a certainement plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Donc, en résumé, sur la dysplacousie, on a une prévalence qui est sous-estimée, puisque près de la moitié des sujets présentent un décalage supérieur à un demi-ton. On a une corrélation assez faible mais significative avec la différence de perte entre les deux oreilles. On a une perception majoritairement plus aiguë du côté de la mauvaise oreille. On peut du coup expliquer ces résultats par des différences d'intensité absolue entre les deux oreilles et un effet de l'intensité sur la fréquence perçue. Également peut-être des modifications de mécanique cochléaire et une réorganisation corticale. Voilà. Donc les résultats sont en contradiction avec un codage purement temporel, puisque les études montrent que le codage temporel est plutôt résiste bien à la surdité. Et il pourrait expliquer les difficultés de certains malentendants dans le cas où les deux informations ne fusionnent pas. Puisque, bon, on mesure une dysplacousie, on peut même mesurer une dysplacousie chez des normaux-entendants, mais ensuite les informations fusionnent. Et donc, du coup, il y a quelques études là-dessus. Et donc, l'étude de Lina Rice et collègues en 2017 s'intéresse à la comparaison de fusion binaurale entre normaux-entendants et malentendants. Et elle distingue, du coup, dans son étude, 4 profils. Donc, le premier profil des normaux-entendants qui vont fusionner sur une bande de fréquence très restreinte. Donc la question qui leur a été posée, on envoie 2 sons en même temps, est-ce que vous entendez un son ou est-ce que vous entendez 2 sons? Est-ce que vous avez il y a eu 2 méthodes, une première méthode comme celle-ci et une méthode plutôt de comparaison de hauteur tonale entre les deux, mais lorsque c'est envoyé, le son est envoyé simultanément. Et donc du coup on a une fusion qui a une plage d'à peu près 7 à 15%, ce qui correspond approximativement à un demi-ton, donc ce qui va fusionner entre les deux oreilles. Chez les malentendants, on va avoir une zone de fusion plus large, certainement due à une mauvaise sélectivité fréquentielle. On a une fusion qui va être élargie, qui va être de l'ordre pour un certain profil d'à peu près un ton, mais on peut également avoir d'autres profils de patients qui vont avoir des plages de fusion encore plus larges, de l'ordre d'une octave, un peu plus d'une octave, et des malentendants qui n'arrivent pas à réaliser cette tâche et qui du coup finalement se retrouvent avec une plage de fusion qui serait équivalente à 4 octaves, puisqu'ils sont incapables de différencier ces 2 sons lorsqu'ils sont envoyés simultanément.
Donc ça reste avec des sons purs. La question qu'on se pose, c'est est-ce que cela fusionne lorsqu'on a de la parole? Et donc du coup, Lina Rice qui a beaucoup travaillé là-dessus, donc s'est intéressé à la fusion sur des voyelles en modifiant en fait l'un des formants des voyelles et en créant des continua qui partent d'une voyelle vers une autre avec un synthétiseur de Klatt. Et donc elle a mesuré les différences entre une identification monorale ou une identification binaurale. Et donc, encore une fois, elle distingue 4 profils de patients. Alors, le graphique A, c'est pour des sujets appareillés avec des appareils auditifs à conduction aérienne. Et la deuxième figure, ce sont des sujets appareillés avec un implant cochléaire d'un côté et une prothèse contralatérale. Et donc, du coup, elle distingue 4 profils de patients. Donc, un premier profil de sujet qui n'a pas de différence en conditions monorales, c'est-à-dire identification de ces voyelles sur une oreille et 2 oreilles. Un autre profil de patient qui a un effet de dominance, et donc une oreille va prendre le pas sur l'autre. Et ensuite, 2 autres profils plus problématiques, c'est-à-dire un premier profil où il va y avoir une moyenne qui va s'effectuer entre les 2 oreilles, et donc du coup, on va commencer à être moins bon avec les 2 oreilles plutôt qu'en condition monorale sur la meilleure oreille, et un quatrième profil qui, lui, a des interférences. Et donc, du coup, quand on a des surdités asymétriques, eh bien, il faut se poser, je pense, cette question, de se dire, bon, il y a de fortes chances qu'on ait un problème de dysplacosie, il y a des possibilités qu'on ait des problèmes de fusion binaurale, et donc du coup, c'est important de faire quelques tests avec du matériel vocal fiable et précis qui nous permet des mesures reproductibles pour pouvoir comparer un petit peu les résultats en mode monoral ou binaural. Dernière petite chose, donc là la dysplacosie c'était pour comparer d'une oreille sur l'autre la perception des fréquences. Le dernier point, donc c'est comment peut-on comparer la perception des fréquences chez des sujets qui ont une perte symétrique. Et donc du coup on a fait ça par une mesure catégorielle avec le mémoire de Marie Roux en 2013, qui avait testé 40 malentendants avec on a trouvé que les malentendants avaient une perception plus aiguë. Si on regarde sur ce graphique, comment on peut interpréter les choses, on va regarder la perception d'un son aigu. En moyenne, pour des normaux-entendants, la moyenne des sons qui sont perçus comme aigus, donc on était avec des sons en huitième d'octave, et qu'on a passé 10 fois de façon aléatoire. Chaque fréquence est passée 10 fois, et donc avec une mesure catégorielle à chaque fois. Et donc la moyenne pour les 40 pour les normaux-entendants, il y avait, je ne l'ai pas noté, mais il y avait une quinzaine de normaux-entendants. Et bien on trouvait une moyenne de 4000 Hz, qui correspond à la moyenne des sons qui sont perçus comme aigus pour des normaux-entendants, alors que sur nos 40 malentendants testés, eh bien, on se trouvait avec une fréquence moyenne de 2800, donc un écart de 1300 Hz pour la moyenne des sons qui sont perçus comme aigus. Bon, il y a des petits... Hop. Et donc, ce qui nous intéressait aussi, c'était également d'essayer de mesurer quelque chose qu'on voit fréquemment. C'est cet effet d'acclimatation aux aigus, parce que finalement, lorsqu'on va appareiller nos patients malentendants, au début, ils vont avoir beaucoup de mal à supporter les sons aigus, hein, quand on parle de presbyacousie classique ou de surdité un petit peu en pente de ski.
Ils vont avoir finalement beaucoup de mal à supporter les fréquences aiguës, et donc le gain maximum qu'on va pouvoir mettre va être assez faible. Et finalement, avec le temps, eh bien, on va pouvoir amplifier davantage les fréquences aiguës, donc il y a un effet d'acclimatation. Et donc du coup, je finirai avec cette diapo, hein, il n'y a pas de... Donc, conséquence d'une fonction de tonie modifiée, plusieurs profils de patients à distinguer, une amplification des aigus qui doit se faire progressivement, l'utilisation de la compression fréquentielle qui peut se régler différemment sur l'oreille droite et l'oreille gauche, puisqu'il y a de la diplacousie. Par contre, si on le fait, vraiment bien vérifier qu'on a une fusion binaurale. Voilà, merci. Je vais laisser la parole à Éric Bizaguet pour les applications prothétiques.